parlais de mon père à l'école et que je dis que mon père était zouker, les gens avaient des fois des réactions de dégoût. Ah, le zouk, mais c'est sexuel, mais c'est... Après l'aventure de la Star Academy, je me sens perdue. Je me sens loin de la personne que j'étais avant. Je voulais m'appeler Ebony Old Money. Nul. Je crois que je l'ai jamais dit, et même pas dans mon propre podcast. On va te montrer des chiffres qui sont liés à ta vie et tu devras essayer de deviner de quoi on parle et surtout nous dire toute la vérité. Est-ce que t'es prête? Ouais, un peu stressée. Premier jeu. On a 1 minute pour te résumer en chiffres. Tu dois répondre le plus vite possible. D'accord. Top. T'es né en quelle année? 2004. Ta taille en centimètres? 1m63. T'as combien de frères et sœurs? 0. T'as grandi dans quel département? 92. T'habitais à quel étage? 11e. T'as eu combien d'animaux de compagnie? Je dirais 5. Tu dors combien d'heures par nuit? 7. 6. 6, 7. Ta correction optique? Myope. Non, moins 2 des 2 yeux. Ton temps d'écran par jour? 4 heures. Ta meilleure note au bac? 19. Waouh, bravo. Et tu manges combien de fruits et légumes par jour? Des tagada. Des fraises. Bravo, t'as relevé le défi. C'était combien? J'ai dit tagada. Ouais, on a compris que c'était... Pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose. Des oignons et des tomates. On a le premier. 35. 35. Est-ce que ça te parle? Comme ça, non. 35, c'est les 35% de la finale de la Starac. Oh oui, c'est vrai. Donc en 2024, tu participes à la saison 12 de la Star Academy. C'est quoi tes souvenirs de ce moment-là déjà de la finale? Le moment de la finale, c'est un moment avec beaucoup d'émotions, d'excitation et de stress, en vrai de vrai. Mais ça reste un super bon souvenir. Moi, ce que j'avais toujours souhaité, c'était d'aller jusqu'à la finale. Ouais. Et les 35%, c'est le pourcentage de la défaite, faut dire ce qui est. Mais c'est une défaite qui s'est vite transformée en victoire, je trouve. Aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul sur les choix que j'ai faits, sur les critiques que j'ai pu recevoir, par exemple de la part des professeurs notamment. Des choses que je garde avec moi, des choses que j'ai enlevé parce que ça fait pas partie de moi, que ça me correspond pas. Parce que c'est vrai que nous, on pense directement à la notoriété qui arrive à vous, mais c'est aussi une formation. Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir principalement gardé de cette aventure? Déjà, le premier truc en vrai, c'est la technique vocale, tu vois. Ça, c'est un truc, quand tu arrives là-bas, forcément, si tu écoutes tous les conseils qu'on te donne, tu progresses vocalement. Après, je pense la gestion de la pression, du stress, de la scène, c'est quelque chose que j'ai intégré, que j'ai évolué par rapport à ça. Aujourd'hui, faire une scène, juste une, tu vois, c'est pas facile, mais c'est moins qu'une aventure Starac, tu vois. Et justement, cette grosse exposition que vous recevez pendant l'aventure, est-ce que vous êtes complètement imperméable à ça? Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même assez protégé quand vous êtes à l'intérieur du château. Oui. Qu'est-ce que vous arrivez à percevoir concrètement de ce qui se passe de l'extérieur? Alors, c'est vrai qu'on est très protégé. On ne sait rien de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Et je pense qu'en fait, notre seul moyen de se dire, OK, comment ça se passe dehors et tout, c'est les primes, tu vois. Et c'est bien, mais c'est à la fois super négatif parce qu'on se base uniquement sur les pancartes. Ouais. Les pancartes des gens, tu vois, ou les noms qui sont créés les plus forts. Et en fait, des fois, c'est pas forcément représentatif de la réalité. En vrai, moi, c'est vers la fin de l'aventure, enfin milieu-fin, que j'ai commencé à avoir des pancartes. Et quand tu te rends compte de ça, c'est la première que j'ai vue, tu vois, j'étais tellement heureuse. Et je pense que le moment où je m'en suis vraiment rendu compte, parce que j'ai été très longtemps dans le déni, mais après, moi, j'ai un peu un petit saboteur à l'intérieur de moi, tu vois. Mais, comme beaucoup d'artistes. Ouais, c'est vraiment trop, trop chiant. Et quand je suis sortie sur les réseaux sociaux, j'ai vu les communautés, et que la première fois que j'ai entendu aussi le nom Bonitas, tu vois, je me suis dit, OMG, OK, j'ai une fanbase qui s'est nommée elle-même, tu vois, genre. Et à partir de là, t'es en mode, c'est ouf. On peut passer à la suite. 4300. Alors là, tu vas avoir du mal à trouver. Si je te dis que tu as galéré pour les avoir. C'est quoi, des streams? C'est pas des streams. C'est le prix de l'année de l'école de musique à laquelle tu t'es inscrite. Oh waouh, l'American School? Oui. Oh waouh. Faut savoir que moi, j'ai commencé les études de musique à la fac. Donc, je commençais la musicologie et tout. J'ai fait un an de diplôme universitaire, j'ai kiffé, etc. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de pratique. Donc, je m'inscris à la Starac. À la fin de l'année, je me dis, bon, OK,
est-ce que la Starac ça va prendre, est-ce que je quitte vraiment la fac, tu commences à te poser des questions. Et là j'avais envoyé mes vidéos à la Starac et je reçois un appel qui me dit Ebony, tu es prise pour la 2e étape des castings et tout. Je suis en mode yes, ok. Donc je passe mes derniers partiels. Je vais voir mon prof et je lui dis monsieur, j'ai été appelée par la Star Academy. Je pense que je vais arrêter la fac, c'est bon. La honte. Et donc du coup j'arrête la fac. L'été passe, je suis derrière mon téléphone, je veux une réponse, voir si c'est bon, tu vois, parce qu'on m'a toujours pas rappelé. On est en août, machin. Et là je vois un mail. Malheureusement, vous n'êtes pas retenu pour la Starac. Et là, je suis en mode, ok, merde. Déjà, à cette période, justement, quand j'avais arrêté la fac, je me suis quand même, tu vois, lancée dans les trucs de l'American School, aller voir, etc. J'ai économisé en travaillant pour payer mon inscription, tu vois, qui était du genre de 1 000 €. Et en parallèle, quelques semaines après, je postais, tu sais, des vidéos sur les réseaux et tout ça. Et là, au mois de mai, si je dis pas de bêtises, on m'appelle pour me dire allô, on m'envoie un message sur Insta. Oui, allô, rappelle-moi, je fais partie du casting de la Star Academy, etc. Au début, tu crois un peu que c'est genre un piège. Ouais. Et donc, du coup, je vais passer les castings, ça se passe super bien et tout. Et au mois d'août, mois de septembre, le 2. Au mois d'août, déjà, on m'appelle, on me dit c'est bientôt, c'est presque bon, peut-être que tu vas faire. Et en septembre, le 2, on me dit tu fais la Starac, sauf que je m'étais déjà inscrite à l'American School. J'étais très contente, tu vois. Mais voilà. Bon, t'as jamais pu faire cette année, du coup. Non. Et du coup, la 2e fois, c'est vraiment eux qui sont venus te chercher. Oui. Est-ce que tu connais des anciens élèves de cette école ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont passés par là ? Une artiste que j'adore, qui est Kalika. Ah, je l'adore aussi. Quand j'ai vu qu'il y avait Kalika qui avait fait, j'étais en mode, c'est l'école que je vais faire. Tu sais qu'il y a d'autres plus surprenants ? Alexandre Astier est passé par là aussi. Qui ? Alexandre Astier de Kaamelott. Tu vois ou pas ? Ouais, si. C'est marrant. Ouais, je sais pas ce qu'il est parti faire là-bas, je lui demanderai à l'occasion. Mais il est passé par cette école. Il n'est pas acteur, pourquoi il fait plein de choses apparemment. Je savais pas. Écoute. On peut passer au prochain numéro. 1 500 000. C'est des vues ? C'est des vues. De quoi, à ton avis ? De mon cover de Bécane ou pas ? Non, une autre cover. Corps de Iseult ? Exactement. Oh, wow. Non, mais celle-là, elle est spéciale. Celle-là, elle est spéciale. Et, je voulais t'en parler parce que c'est marrant. Du coup, tu postes en février, je crois, 2024. Oui. Cette cover sur TikTok, elle buzz, on peut le dire. Elle buzz, mais j'étais tellement choquée. Ouais. On peut s'écouter un petit extrait, comme ça on se resitue. Oh non, marrant. C'est bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais on va... Oh, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. C'est hilarant. Oh. Non mais marrant. Comment ça se passe cette vidéo ? Mais cette vidéo, en fait, c'est vraiment fait sur le tas comme ça, genre en coup de tête, parce que j'étais sur TikTok. Et là, je fais ça, genre ça, et il y a un mec qui fait « J'ai ces bruits dans ma tête !» Mais genre cover, lui, 1er degré. Et j'ai vu le truc, je fais « Waouh, il m'agresse, le mec, pourquoi il crie comme ça ?» Et je me suis dit, ça serait hyper drôle, parce que sa vidéo buzzait un peu, tu vois. Genre de prendre ça sur le ton humoristique et de mettre, il y a une caption en mode « Ce mec qui t'agresse. Ouais. » et de le faire. Moi, c'était genre juste une blague, tu vois. Et les gens, c'était en mode « Waouh !» T'as la chance que Iseult tombe dessus et elle commente. Commenter. Mais en fait, moi, fallait me voir. J'avais posté ça la veille. Le lendemain, je me réveille. Et j'ai crié, mais fallait me voir. J'étais tellement heureuse. Elle avait même fait une réaction, mais elle l'a supprimée après. Ok. Où elle regardait la vidéo, tu sais, les trucs, les collages. Ouais. Moi, je voulais te parler d'elle parce que Iseult, c'est une artiste que je trouve hyper intéressante dans ses prises de parole. Elle soulève beaucoup de débats, notamment, par exemple, le fait d'être reconnue plus aux États-Unis quand tu fais un certain style de musique qu'en France. Please welcome Iseult. Ce sujet-là d'une musique qui ne va pas forcément plaire au public français, mais qui va plaire à l'étranger, c'est une question que je me suis posée parce que pendant longtemps, tout ce qui était très, tu vois, chanter, danser, etc., les trucs très maximalistes, c'est pas forcément un truc qui marche en France, tu vois. Mettre des anglicismes dans sa musique, pareil. Tu vois, on va toujours te dire non, chante pas en anglais, chante en français, etc. Ouais, mais ça marche pas pour le public français. Donc en fait, c'est des doutes que j'ai eus. Et je me suis dit, ok, est-ce que tu écoutes ces doutes-là et tu fais la musique qu'on a envie que tu fasses pour que ça fonctionne ?
ou est-ce que tu fais la musique que tu as envie? Aujourd'hui, pour moi, Isolde, c'est une artiste qui fait ça, qui est au courant de tout ça, qui est en mode, je sais que ça plaît pas au public français, je sais que ça. Mais en vrai, je m'en fous, tu vois. Genre, je vais faire la musique que j'ai envie de faire. Et ça fonctionne en France comme ça fonctionne très bien aux États-Unis. Et c'est cool. Et aujourd'hui, je pense que le principal, et ça serait bien que tous les artistes s'enlèvent la tête, tout ce côté-là marketing de la musique, tu vois. Mais qu'on soit tous concentrés sur l'art en premier. Et je pense que faire ça va aussi peut-être soigner aussi l'industrie en profondeur. Et mais même, c'est toujours un combat avec moi-même au quotidien. Comme je t'ai dit, les doutes et les trucs de l'industrie en mode, faut faire ça pour que ça fonctionne, viennent te gratter l'esprit, tu vois. Ouais. Parce que les créatifs avec qui je travaillais, des fois, c'était des créatifs qui avaient déjà fait plein de choses et qui avaient un style très marqué à eux, qui fonctionnait. Et toi, t'arrives avec ton truc un peu différent, on dit, ah, mais t'es sûr que tu veux faire ça parce que c'est pas ce qui fonctionne et c'est pas ce qui marche, tu vois. Si tu veux arriver, casser les codes, être toi-même, au début, avec les gens qui ont l'habitude que ça soit toujours pareil, forcément, c'est déroutant et c'est déstabilisant. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, ils m'ont suivi, vu qu'il y a Ménélique qui est sorti, tu vois. Il a fallu un séminaire avec les bonnes personnes et ils m'ont tous dit « Ok, c'est bon. Peut-être que tu n'arrivais pas à mettre les bons mots dessus, mais on a compris. » On va pouvoir passer au prochain chiffre. En fait, mais tous les chiffres, au début, je ne sais pas. 2 minutes 55. Ouais. Bon, déjà, ça t'aiguille un petit peu. Ouais, c'est la durée d'une chanson. Durée de rage. Exactement. Les bons avec les bons, les autres avec les autres. Je fais ça avec les je fais ça avec les dents. Sanction après les fautes. Sanction après les J'ai l'impression que c'est un morceau où tu révèles des choses que tu n'avais pas pour l'instant montré de ta personnalité, un côté très affirmé qu'on avait pu voir, mais aussi un peu dark. Rage, c'était le meilleur premier single parce que c'était le single qui était le plus proche de moi. Ok. Tout cet univers sombre, j'ai archivé pas mal de posts sur mon Insta, tu vois, mais quand tu retournes en arrière, en vrai, c'est genre moi, c'est mes goûts personnels, c'est ma vision de la musique, etc. Et quand tu fais la Starac, tu choisis pas forcément les chansons que tu chantes, tu choisis pas forcément comment tu t'habilles. Donc du coup, je trouvais que ce retour-là, c'était un moyen de dire écoute, vous m'avez connue comme ça, ça c'est la moi, genre, que j'ai vraiment envie de montrer au grand jour. Présenter ça en premier, c'est aller à l'extrême un peu de ce qu'on peut faire. Et donc du coup, la suite sera plus simple à présenter aussi. Cet univers dark, tu le transposes aussi dans les clips et l'univers visuel. J'ai l'impression que c'est aussi important que la musique dans ce que tu essayes de développer, notamment dans cet album. J'ai l'impression que c'est très important. Comment tu as songé à tout ça? Est-ce que tu avais une vision de base et ensuite tu as écrit les morceaux en fonction? Comment ça s'est passé tout ça pour que tout ait un fil rouge? Je crois que je ne l'ai jamais dit et même pas dans mon propre podcast, tu vois. Exclu. La chanson pour moi qui a tout déclenché, c'est La Source. J'ai vu mes repères, je sais que j'ai tout fait pour leur plaire, jusqu'à m'éloigner de la source. Et en fait, j'ai tout vu dans cette chanson. Et cette chanson, elle est née autour d'une conversation avec les autres créatifs qui étaient avec moi, où je leur disais, après l'aventure de la Star Academy, là, dans mon processus créatif, etc., je me sens perdue. Je me sens loin de la personne que j'étais avant. Et qui a ce truc en mode, ok, Ebony, toi, ton objectif, là, après être sortie de cette aventure-là, c'est de te retrouver. Et c'est de réussir à exprimer tes émotions, etc. Et de retrouver cette source. Tu parles de toi en tant que Queen Sheba, qui est aussi un de tes prénoms, mais qui est un de tes alter ego. Ce prénom, quand j'étais toute petite, je l'aimais pas du tout. Genre, je comprenais pas, j'avais même pas la ref historique. Chaque fois, j'ai harcelé mes parents. Pourquoi vous m'avez appelé comme ça? Parce que quand les enfants à l'école me demandaient tu t'appelles comment, je disais tous mes prénoms, tu vois. Et à la fin, ils me disaient c'est trop bizarre et tout. Est-ce que tu peux nous donner tous tes prénoms du coup? Je m'appelle Ebony Mélanie Makeda Queen Sheba. C'est iconique. C'est pas bizarre, c'est iconique. Ah, c'est trop bizarre et tout, c'est quoi ça, tu vois? Et quand je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à plus m'y intéresser. Et Makeda, du coup, c'est le nom de la reine de Saba. C'est son prénom, plutôt. C'est pas un personnage qui est hyper documenté. Ouais. Et je me dis, c'est cool d'en faire quelque chose, etc. Et quand la Star Academy est arrivée, j'ai décidé de me renommer sur Instagram. Et c'est mon père qui m'a dit,
mets Queen Sheba à la fin de ton prénom. Tu renomme-toi comme ça, Ebony Queen Sheba. Au début, je voulais pas du tout. Je voulais mettre un truc et c'est nul. Je voulais m'appeler Ebony Old Money. Nul. Et c'est cringe de fou furieux. Alors, Mais je vois que t'as écouté ton daron. Je te le dis. Et mes parents, ils ont dit, c'est quoi ça et tout, pourquoi tu fais faire ça Bref, donc du coup, j'ai écouté mon père. Et aussi, en travaillant avec mon équipe, ils m'ont fait remarquer un truc, et même avec mes camarades de la Star Academy, la moi de tous les jours, tu vois, et la moi sur scène, c'est totalement deux personnes différentes. Et j'ai fini par me dire que c'était peut-être genre cette force Queen Sheba qui me donnait l'énergie et que je me transformais, tu vois, quand j'étais sur scène. On passe au prochain. 2. Je vais t'aider. Deuxième ? Non. Non. Ça y est, on en a Mais déjà parlé. fait. Ça y est. 2 minutes, c'est le temps pour sold out ton premier concert à la Maroquinerie. Faut savoir flex aussi. J'avoue, Faut savoir 2 minutes en fait. Dingue. La Maroquinerie, c'était comment? Intense. J'étais trop contente parce que c'était la première fois que je présentais une grande partie du projet au public. Et donc du coup, ça c'était déjà le premier défi, de se dire ok, tu vas partir en tournée, les gens ne connaissent pas ton album, il faut que tu les fasses kiffer alors qu'ils connaissent pas les paroles. Et je pense qu'on a réussi notre défi parce que le public s'amusait toujours de ouf, tu vois. Est-ce que tu as une ref ultime de personnes en concert, d'artistes en concert que tu admires et sur lesquels aussi tu calques un peu tes objectifs? Pour moi, c'est Beyoncé. Je la prends en exemple pour tout le côté performance, énergie et cardio. Ouais. Et Lady Gaga pour tout le côté théâtral et film, tu vois. Et là, j'ai une nouvelle ref. C'est Rosalia, que j'ai vue en concert cette année. Et je pense que ce concert-là a changé ma vie. Parce que, tu vois, l'objectif que j'avais d'arrêter le temps, et tu vois, et elle l'a fait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Bonnie, t'as encore du travail. Mais genre, hyper positivement, tu vois. Ouais. J'adore avoir des personnes qui me donnent envie de bosser encore plus, tu vois. Tu te dis, ok, ça c'est faisable. Le prochain, j'ai un nouveau jeu pour toi. C'est des dilemmes que je vais te proposer. Tu devras choisir une seule réponse parmi 2 choix cornéliens. Le premier choix, tu préfères 10 albums qui te permettent de continuer ta carrière, de vivre de ta musique, mais tu dépasses jamais un espèce de plafond de verre. Ou un album légendaire. Petite question, pardon. Cet t'en album légendaire, est-ce qu'il me permet de vivre de ma musique sur le long terme? Oui. Je dirais un album légendaire. Honnête. Deuxième choix, tu sors un projet, il fait 10 000 streams, mais c'est un album classique pour tes pairs. Donc tous les artistes que tu admires, ils te disent bravo, c'est incroyable. Ou 1 million de streams, mais c'est un album hyper critiqué par tes pairs. Ah, c'est particulier comme question. C'est chaud, hein. C'est chaud parce que t'as ce truc où les gens que t'admires ont trouvé ça bien, tu vois. Et ça peut te donner du boost en mode, en fait, tu vas y arriver. Si eux, ils te valident, c'est qu'en vrai, ils ont la vision, tu vas peut-être y arriver un jour. 1 million de streams et ils aiment pas. Ça peut être aussi, ils aiment pas parce qu'en fait, finalement, ils ont pas les mêmes goûts que toi et ils sont différents, tu vois. Mais t'as plus à 1 million de personnes potentiellement, donc... On y va pour les 1 million de streams. Et le dernier, tu fais un concert au Stade de France. Donc tu rentres dans le cercle très fermé des artistes qui remplissent un Stade de France. Ou 1000 zéniths. Je dirais 1000 zéniths. Ok, donc on oublie ce rêve du Stade de France. Est-ce Non, que c'est un rêve? On enlève. On efface. Erase. Je sais pas, c'est C'est dur. dur, hein? Ouais, c'est Tu dur. sais pourquoi? Parce que le Stade de France, je suis désolée, mais je trouve que c'est plus trop un truc de fou. Je me suis dit, il y a plein de gens qui font des Stades de France. Je suis d'accord avec toi. 1000 zéniths, ça veut dire quand même 1000 zéniths. Ouais. Tu vois, les gens, ils sont venus, ils sont attachés à toi, ils viennent, ils reviennent. Un Stade de France, j'ai l'impression, c'est devenu comme Plus un facile. soir plus facile, mais aussi c'est devenu un événement en mode, même si t'aimes pas l'artiste, je sais pas comment expliquer, tu vas à son Stade de France. Donc c'est un public peut-être moins déter qui y va parce qu'il faut y être et c'est l'événement à faire, quoi. Voilà. Ok. Après, je sais pas si j'ai raison, hein, mais ce que je ressens. Bah écoute, moi je te souhaite 1000 zéniths, 1000 Stades de France aussi si tu veux. La première artiste française à faire 1000 Stades de France, sans dormir. Ça peut être intense quand même. Ça peut être un peu intense. 2009. Bon, t'étais toute petite, mais Oui. est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé cette année? Oh non, arrête. Je suis désolée. La mort de Michael Jackson. Oui. Je veux t'en parler parce que je crois que c'est une grosse influence chez toi. Ah, mais j'étais une fan hardcore, je pense, depuis ma naissance. Mon père, il me fait écouter du Michael Jackson. Dis-toi, à cette époque, j'avais des carnets avec sa tête collée.
Tu sais, genre je découpais, à chaque fois je trouvais un petit journal, je coupais sa tête et tout. Donc, quand il est mort, c'est comme si un membre de ma famille était mort. Est-ce que tu as l'impression qu'il a impacté aussi ta manière de voir la musique? Parce que bon, quand t'es enfant, t'aimes parce que t'es fan d'un artiste. Dans ce que toi tu fais dans ta musique aujourd'hui, ça t'a influencé? Ça m'a énormément influencé. Je pense notamment... déjà juste, par exemple, les clips, tu vois. Tous les clips de Michael Jackson, il y a un truc un peu... Il y a du storytelling. Il y a... Michael Jackson, il avait aussi ce côté dark sur certains de ses visuels, un peu film d'horreur, un peu weird, que j'appréciais. Quand j'écoutais l'album Jam, parce que c'est un... Dangerous, pardon. Jam, c'est le premier titre de Dangerous. J'avais l'impression d'écouter une bande-son d'une BO de film, tu vois. J'avais l'album, je me rappelle très bien. Et cette cover-là m'a inspiré. La cover de Ménélique aussi, pour te dire à quel point ça m'a influencé. Et les sonorités... En fait, pour moi, Michael, c'est un des artistes qui a réussi à créer son son. Et moi, c'est mon objectif, tu vois. Et je pense que c'est cet artiste-là qui m'a dit « Bonnie, demain, tu dois réussir à faire ça. » tu vois. Et je pense que ça va prendre du temps, tu vois. Forcément, ça prend du temps. Mais au moins, quand je commence à me plonger dans mon premier projet, j'ai ça en tête. Donc, ça t'ouvre aussi ce truc d'expérimentation. J'ai un chiffre. 30. Est-ce que tu as une petite idée d'où je t'emmène? Ouais, je suis pas sûre. Vas-y. Je vais pas m'avancer. Non, je te laisse dire. Et je te dirai si je pensais à ça. Ok, tu prends pas de risque. Ah non, je prends zéro risque. 30, moi j'aimerais te parler de 30 ans de carrière. Je savais, Tu savais 30 ans de carrière de mon père. Oui. Je savais, j'allais dire ça. C'est les seuls 30 que je me dis... Et en plus, ça fait une bonne transition parce que c'est lui qui t'a initié à la musique de Michael Jackson, qui est un grand fan. Ton père, du coup, Thierry Cam, qui est un grand artiste de zouk, que le grand public a découvert, entre autres, parce qu'il a sorti 11 albums, donc il a une très grande discographie, mais il y a notamment le morceau Océan, qui avait cartonné à sa sortie, donc en 2003, il était rentré 5e au top single. Moi, je me rappelle très bien, je connaissais la chanson par cœur, Ouais, et encore aujourd'hui. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. C'est quoi les souvenirs que tu as de sa vie d'artiste? Premier souvenir, c'est à la maison, c'est son petit bureau, tu sais, avec son ordi, lui qui fait des prods, lui qui joue à la guitare, et puis le suivre partout. Ok, tu le suivais partout. Je le suivais à la limite que je pouvais, tu vois, quand j'avais école, je pouvais pas, et il était... Et toujours maintenant, mon père, il est souvent à l'étranger, genre il chante beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Et mais en tout cas, quand je pouvais, le suivre en backstage, monter sur scène, comme mon papa, mais il y a ma fille, monter, tu vois, chanter avec lui. C'est toujours quelque chose qui lui fait plaisir, tu vois. Et ouais, c'est ça les souvenirs que j'ai. Notre vie a été beaucoup rythmée, enfin en tout cas quand il était là, par la musique, tu vois. On chantait tout le temps en permanence, on improvisait à la maison, il sortait sa guitare, ok Bonnie, invente une mélodie, vas-y. Ça tournait beaucoup autour de ça. Et est-ce que tu te rendais compte que c'était particulier d'avoir un papa qui était artiste et qui était célèbre? Oui, je me rendais compte que c'est tout début non, tu vois. Et après, là où j'ai commencé, et au début j'étais gênée, où j'ai commencé à trouver ça bizarre, c'est quand tu arrives à la période de l'école où on dit ils font quoi tes parents? Et puis au moment de dire mon papa il est chanteur, et que les gens ils te regardent, comment ça ton... Tu vois, genre, là je commençais à dire ah c'est pas normal en fait. Tu vois, c'est à ce moment-là quand les gens ils commencent à te poser des questions que tu es en mode ah en fait un papa chanteur c'est bizarre. Mais c'est que c'est un truc vraiment qui est commun à beaucoup d'enfants d'artistes. C'est Leila Bekti aussi qui parlait de ça et du fait que des fois elle se baladait, il y avait des affiches d'elle et tout, donc les enfants ils disaient ah il y a maman, et ils pensaient que c'était un truc normal, que toutes les mamans elles étaient dans des affiches dans la rue et tout. Donc ça c'est toujours marrant du moment où tu te rends compte que en fait c'est pas normal. C'est pas normal. Je te jure, c'est toujours les gens qui te font rappeler ça. Et voilà, sinon moi j'ai toujours bien vécu. Ouais. Et il t'a donné des conseils que t'as suivis pour ta propre carrière? Oui. Moi, mon père m'a toujours dit de travailler et rester humble, être dans l'amour, dans la paix, etc. Donc, tous ces conseils-là, je les ai suivis. Après, on ne vient pas de la même époque. Donc, il y a des conseils que mon père va me donner aujourd'hui où j'étais en mode
Non. Tu vois, genre. Après, il avait raison pour le nom sur Instagram. C'est au moins ça que on lui laisse. Donc, du coup, on est en mode... bon, je vais pas tout faire comme ce que tu me dis, tu vois, parce que forcément... c'est des codes différents. C'est des aussi. codes différents, on n'est pas à la même époque. Mais en tout cas, tous les conseils qui me donnent et que je me dis qu'ils sont bons à prendre, je les applique. Et le meilleur qui m'est donné, c'est Bonnie Kuncheba sur Instagram. Faut pas l'oublier. Très bon conseil. Mais voilà, et quand t'as quelqu'un qui a déjà fait ce métier, forcément, ça reste un exemple. Ouais, bien sûr. Et surtout, qui a réussi à perdurer et à être une légende aussi dans son domaine. Petit papou d'amour. C'est trop inspirant. On peut passer au prochain numéro. On va rester un peu dans la même thématique. Celui-là, tu vas pas avoir de mal à le trouver normalement. 971 Guadada. T'es toujours très attachée à la Guadeloupe? Très attachée à la Guadeloupe. J'y vais très souvent. Moi, je voulais te parler spécifiquement de la Guadeloupe pour parler aussi de la musique. Parce que ces dernières années, sur la scène francophone, il y a eu une explosion de morceaux aux influences afro-caribéennes. Pourtant, il y a toujours très peu, en tout cas par rapport à la proportion de morceaux qui explosent, très peu d'artistes qui sont régulièrement mis en avant et qui arrivent à être là sur la durée aussi, tu vois. Donc, je voulais avoir... ton observation de ça, comment tu vois les choses par rapport à ça? Par rapport à ça, j'avoue que y a des jours où ça va et il y a des jours où t'es un peu plus énervé que d'autres, tu vois. Où tu sais que les artistes caribéens n'ont pas la visibilité qu'ils devraient avoir, qui sont trop souvent mis de côté, pas assez cités, notamment souvent par d'autres artistes qui font cette musique-là et qui vont pas forcément prendre le temps de citer des artistes qui sont des pionniers. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a d'autres artistes qui ont compris, mais aussi qui prennent le temps de le faire. Je pense notamment à Ino Casablanca, qui a fait une interview il y a quelques temps pour parler notamment du groupe Kassav. Ouais. Tu vois, ça, c'est des choses, genre quand je vois ça, je suis en mode... Ouais. C'est ça qu'on veut, tu vois. Bien sûr, parce que Ino, du coup, il a la particularité d'emprunter à plein de genres musicaux, et notamment sur un morceau, il a du compas dans un de ses titres. Exactement. Et c'est ça qu'on veut parce que, et je pense que tous les artistes ne se rendent pas forcément compte de ça, mais les auditeurs, beaucoup ne savent pas parfois d'où ça vient. Bien sûr. Et s'ils entendent ça, toi, et qu'ils te l'attribuent, ça devient compliqué après. Parce que... il faut que toi aussi tu sois là pour leur dire écoute, oui, je fais ce style de musique là, mais il provient de là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Parce qu'après il y a beaucoup de gens qui attribuent le bouillon à des artistes en pensant que c'est eux qui ont inventé le genre, alors que pas du tout, tu vois. Et aujourd'hui je pense que on a envie de voir tous les artistes caribéens où tout le monde danse sur leur musique en boîte, on a envie de les voir sur scène, on a envie de les voir se faire qu'ils soient récompensés. Et voilà, qu'ils soient mis en avant, même dans les médias, etc. Et tu penses que c'est quoi ce qui manque justement? C'est un manque de connaissances, un manque de savoir du public? Je pense un manque de connaissances. Malheureusement, j'ai l'impression que pendant très longtemps, la culture caribéenne était vue comme une blague. Le zouk était vu comme une blague. Pendant très longtemps, tous les sons, à chaque fois qu'on parlait de zouk, j'adore Francky Vincent, hein, mais on n'utilisait que ces chansons-là un peu... tu vois, olé olé, ça tourne toujours autour de la sexualité, etc. Pour eux, quand je disais que mon père, par exemple, prends un exemple, je parlais de mon père à l'école et que je dis que mon père était zouker, les gens avaient des fois des réactions de dégoût, dans le sens, le zouk, mais c'est sexuel, mais c'est... Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, il y a ce truc où c'est... une connotation très caricaturale. Voilà. Et j'ai l'impression, même si aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans ça, mais ça reste. Et quand c'est fait par d'autres personnes, c'est stylé. Et ça, c'est chiant. Il faut que ça change. Il y a quand même des artistes pour moi en ce moment qui sont en train d'émerger. Je pense notamment à Wanty1, Théoma, Mimi KDS. Oui. Fallon, tu vois. Surtout, je pense, je vais parler de Fallon là parce que moi, il y a un truc que j'ai vu il y a pas longtemps dans les médias qui m'ont un peu saoulée. Ça fait un moment qu'elle est là et j'ai l'impression que les gens, ils oublient que ça fait un moment qu'elle est là, que c'est pas le nouveau visage du bouillon, qu'elle arrive après certaines personnes et tout. Non, Fallon, ça date qu'elle fait du RN bouillon, ça date qu'elle est là, qu'elle fait sa musique, etc. Et qu'elle est pas en train d'emprunter le style où, tu vois, c'est pas la mini, tu vois. Bien sûr. Et aujourd'hui, faut que les gens, ils
ils comprennent ça. Que ça fait longtemps que nous, les Antillais, le bouillon, ça vient pas d'arriver, tu vois. Ouais. Ça vient de la Dominique. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes guadeloupéens, notamment martiniquais, qui en font, mais voilà. C'est pas tout nouveau. Mais Stream et Fallon, dans tous les cas, elle est trop Mais oui. forte. On peut passer au prochain chiffre. 2404. Ça, normalement, tu l'as. Je ne sais pas. 24 avril, la sortie de Ménélique, mon premier album. Pourquoi Ménélique déjà ? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le titre de cet album ? Ménélique, c'était plutôt le premier fils de Queen Sheba. Et Ménélique, donc mon album, c'est mon premier bébé, mon premier album. Et je me suis dit que de jouer sur ce parallélisme-là entre ma connexion avec Queen Sheba et la vie réelle, tu vois, je trouvais que c'était intéressant de lui donner ce nom-là. Est-ce que dans cet album, tu parlais du morceau La Source, qui a été un peu le déclencheur de toutes les idées qu'il y a eu derrière. Est-ce qu'il y a eu un morceau ou plusieurs qui ont été particulièrement difficiles ou complexes à faire naître ? Oui, je pense notamment à l'avant-dernier morceau de l'album qui s'appelle Misère. Et dans Misère, je parle d'une période difficile où j'étais pas avec ma mère, tu vois, et que ma mère me manquait et que j'avais envie de la voir et que j'en pouvais plus d'être sans elle, tu vois. C'est Flizzy qui a fait la prod de cette chanson-là. Quand je l'ai écoutée, j'ai pleuré directement. Juste la prod, t'avais déjà les émotions. La prod, j'ai pleuré et j'ai demandé à aller direct derrière le micro. J'ai dit ok, je suis dedans, et quand j'ai enregistré cette chanson, je pleurais. Et on m'entend pleurer à la fin du morceau. À la fin, t'entends ma voix qui tremble et tout. J'avais besoin de toi. Pardonne-moi pour mes erreurs. C'est presque du one-shot et c'est de l'improvisation. Il n'y a pas de texte écrit. À part le refrain où un auteur, Yeus, qui était là, m'a passé son téléphone, m'a dit j'ai écrit ces 3 phrases-là pendant que tu étais en train de rec le début. Il a été inspiré par ce que tu étais en train de faire. Okay. Vas-y, tiens. Et donc du coup, j'ai pris son texte et j'ai fait la mélodie directement par-dessus pour faire le refrain. Est-ce donc la folie qui me guide ? Pourquoi parfois je me sens vide ? Est-ce que la vie n'est que misère ? Et tous les couplets, c'est de l'impro. Donc c'est une chanson qui est hyper particulière, à la fois facile à faire, mais aussi difficile par ses émotions. Mais je pense que justement, c'est cette difficulté, parce que j'étais émue, qui a rendu ça simple. Ça venait tellement de l'intérieur de moi. J'ai réussi tellement à me dévoiler, à enfin exprimer mes émotions, que... Voilà, c'était évident, c'était évident. J'ai un dernier petit jeu pour toi. Yes. Et là, on va rester full sur la musique. Sur ton prochain album, oui, tu vas avoir 3 featuring que je vais t'imposer. Il faut que tu choisisses un featuring improbable. Donc un artiste avec qui on t'imagine pas du tout. Un featuring avec un artiste all time. Et vu qu'on a le bras long, on a des moyens, on peut ressusciter des morts aussi. Et un featuring avec ta dernière découverte, le dernier artiste pour qui tu as eu un coup de cœur. Oh my god. Alors, le feat improbable, ce serait qui ? Je dirais Sébastien Tellier. Le feat all time. Ouais. Alors en ce moment, je dis pas parce que j'ai un petit coup de cœur en ce moment, là, actuellement. Je dirais Ray. Ok. Elle m'a bluffé avec son dernier album, donc... C'est déjà pour toi une légende, une très très grande artiste. Ah ouais, une légende. Et ton dernier coup de cœur ? C'est avec Clavis 7. Je l'ai pas, donc j'irai écouter. J'irai écouter, c'est très sympa. Tu m'as fait une reco. Très bien, on va passer au dernier chiffre. 150 000. Je vais t'aider. C'est des abonnés TikTok ? T'as plus que ça, non ? Je sais pas. Je pense que t'as plus. Non, 150 000, c'est, figure-toi, le nombre de commentaires sous les vidéos YouTube où tu apparais, où on parle de toi. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et justement, moi, je voulais un peu ton regard sur quelque chose dont on parle souvent aux artistes, c'est leur rapport à la critique. Toi, t'as été très exposé dès le début, donc forcément, il y a eu un gros coup de projecteur, mais aujourd'hui, tu peux avoir une vision peut-être différente. C'est quoi ton rapport justement aux commentaires, aux gens qui parlent de toi sur les réseaux sociaux ou en dessous des vidéos YouTube ? Il y a des commentaires, ceux qui sont très négatifs et pas constructifs, où j'ai
une assez bonne distance maintenant. Avant, j'étais assez curieuse. Dans tout ce qui était, même ce qui était masqué, j'allais regarder. J'avoue que le petit truc afficher les masqués, ça donne envie de cliquer en fait. Ouais, donc ça donne grave envie de regarder. Donc, je cliquais, je regardais, j'étais en mode... Tu vois. Maintenant, je fais plus ça. Et c'est bien, c'est que je suis un peu j'ai passé une autre phase où tu sais que les gens te critiquent, des gens disent des choses négatives, mais t'as plus cette envie nocive d'aller regarder. Et puis après, t'as des commentaires où c'est de la critique, mais qui est parfois constructive. Okay. Et ça m'arrive même de les prendre et d'en parler à mon équipe. Oui, c'est vrai qu'ils ont dit ça, etc. Faudrait peut-être qu'on fasse comme ça, finalement. Ni. Et c'est bien parce qu'en vrai, tu fais de la musique... pour toi-même, parce qu'il faut être heureux de ce que tu fais, mais tu l'as fait surtout pour les gens. Et il faut aussi prendre leur avis en compte, tu vois, tout en restant soi-même. Il y a tout bon avis et bon à prendre. Ouais. Tu vois. Et justement, je me pose la question, quand tu te protèges parce que tu es obligé, parce que c'est pour ton bien-être et ta santé, est-ce que tu arrives quand même à être touché par le positif ? Parce que justement, on se crée un peu une barrière avec... Bon, les gens qui parlent sur Internet, je les connais pas, je sais pas ce qu'ils veulent, et des fois, ils ont plein de mauvaises intentions. Ça peut aussi te mettre une barrière avec tout l'amour qu'on a envie de te donner. Je suis d'accord avec toi parce que quand ton saboteur il est hyper actif un peu, même quand tu reçois du positif, tu as toujours le négatif qui prend plus de place, tu vois. Et c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne, malheureusement. Et oui, des fois, tu n'arrives pas à réaliser qu'en fait, tu as une dose d'amour qui est bien plus supérieure à la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais il y a des fois où ça me fait chaud au cœur et que j'arrive à le ressentir et je suis contente. Et tu arrives à t'en défaire petit à petit justement de ce saboteur qui est à l'intérieur ? On essaie, on y travaille. En ce moment, il n'est pas trop présent. Et ne partez pas tout de suite. Cet épisode de Numbers est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. La bonne nouvelle, c'est qu'on revient le mois prochain avec un nouvel invité et plein de nouveaux chiffres parce que Numbers, c'est tous les mois. Si vous voulez être sûr de rien rater, abonnez-vous tout de suite. Bye. La communauté Bonitas, ils sont vraiment genre dingues et incroyables, tu vois. Ils n'ont pas forcément tous l'impression que je me suis transformée, qu'on réussit à dénicher des trucs de moi où dans la Starac, je décrivais parfaitement mon univers. Ça, c'est un vrai fan club. Pour dire, regardez, elle avait bien décrit en fait. Eh bien, on est arrivé à la fin de cette émission. Non, c'est trop bien, merci beaucoup.